Ma petite amie a jeté la recette de ma femme décédée pendant que je la cuisinais pour ma fille, puis elle m'a giflé. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a levé les yeux au ciel et m'a dit « Tu as de la chance que je sois prête à élever l'enfant d'une autre femme. » La plupart des femmes ne te regarderaient même pas, j'ai simplement hoché la tête et suis retourné à la cuisine. C'était il y a 8 mois. Aujourd'hui, elle vit dans un autre état avec rien d'autre que les vêtements qu'elle avait sur elle. Mon ex-femme Liliana a donné naissance au plus beau petit garçon que j'ai jamais vu. Malheureusement, il est mort-né et a emporté Liliana avec lui. Je n'ai même pas eu le temps de faire mon deuil, car toute mon attention s'est portée sur ma fille de 4 ans, Abby. C'est grâce à elle que, pendant 12 ans, je n'ai même pas regardé une autre femme. Je voulais juste préserver la stabilité de son monde, jusqu'à ce qu'elle fête ses 16 ans, moment où j'ai rencontré Véronica. Elle travaillait dans le café près de mon bureau et se souvenait toujours de ma commande. Mais surtout, elle demandait toujours des nouvelles d'Abby, lui offrait de petits cadeaux comme des élastiques à cheveux ou du gloss. Elle me touchait le bras quand je parlais de Liliana et disait des choses comme « Elle avait l'air incroyable. Vous devez tellement vous ennuyer d'elle, toutes les deux. » Abby et moi avions une règle, pas de secret. Mais je l'ai brisée pour Véronica, ou du moins, c'est ce que je croyais. Un jour, je suis rentré d'un rendez-vous, et Abby s'est mise à crier « Quand est-ce que tu comptais me dire que tu voyais quelqu'un ?» Je ne savais pas quoi répondre. 16 ans de parentalité, et je n'arrivais toujours pas à cacher une petite amie à une adolescente. Mais elle a juste rigolé « Papa, tu mérites quelqu'un qui te redonne le sourire. » 6 mois plus tard, Véronica emménageait chez nous. Les changements ont commencé doucement. Elle a réorganisé l'étagère à épices de Liliana, parce que c'était plus efficace comme ça. Elle a donné le tablier de Liliana à une friperie pendant que j'étais au travail, disant qu'il était moisi. Mais je me suis dit que c'était juste les ajustements normaux quand on recommence une vie à deux. Jusqu'au jour où tout a basculé. Abby n'était pas à la maison et je cuisinais une carbonara maison avec la recette de Liliana, celle qu'Abby avait toujours connue et adorée. J'étais sur le point d'ajouter le sel quand, soudain, Véronica a pris la recette et l'a jetée dans le broyeur à déchets. Il faut que tu arrêtes de vivre dans le passé. C'est pathétique de t'accrocher aux recettes d'une morte. Avant que je puisse répondre, sa main a frappé ma joue. Clac. Tu as de la chance que je sois prête à élever l'enfant d'une autre femme. La plupart des femmes ne te regarderaient même pas. Alors je l'ai frappée en retour et elle a volé à travers la pièce. Non, je plaisante. J'ai juste hoché la tête et suis retourné cuisiner. Tu vois, depuis que Véronica était là, Abby riait beaucoup plus. Elle me disait constamment combien elle l'aimait, à quel point elle était heureuse d'avoir une mère à nouveau. Et la dernière chose que je voulais, c'était qu'Abby vive une autre perte. Mais plus je supportais Véronica, plus elle allait loin. Je l'ai surprise en train de dire à Abby que sa vraie mère serait probablement partie de toute façon, pensant que je ne l'entendais pas. Lors des réunions de famille, elle tirait ma sœur à l'écart et soupirait sur la difficulté d'élever une ado, surtout une qui vit un deuil. Mais à travers tout ça, Abby avait vraiment l'air heureuse. Je rentrais à la maison et je les trouvais en train de danser dans la cuisine sur du Taylor Swift pendant qu'elles cuisinaient ensemble. Elles avaient leurs propres blagues que je ne comprenais pas et éclataient de rire sans prévenir. Je pouvais supporter tout ce que Véronica m'imposait si cela signifiait qu'Abby avait de la stabilité. Mais avec le recul, j'aurais dû voir que tout ça était trop rapide pour être vrai. Quelques semaines plus tard, nous sommes allés à Miami. Normalement, Abby dormait jusqu'à midi et râlait parce que le petit déjeuner de l'hôtel était terminé. Mais cette fois, il y avait quelque chose d'étrange. Au repas, elle chipotait son assiette, et Véronica hochait la tête avec approbation. Quand j'en ai parlé, Véronica a ri, des trucs de fille. On fait un petit régime ensemble. J'ai essayé de lui parler en privé, de savoir si tout allait bien, mais chaque fois Abby me repoussait en disant « Laisse-moi tranquille, papa », avant de retourner sur Snapchat et m'ignorer. Je me suis dit que c'était peut-être ses règles, que ça passerait. 2 semaines plus tard, je suis rentré tôt du travail avec du Panda Express, le préféré d'Abby. J'ai frappé à sa porte, et comme elle ne répondait pas, je suis entré. Ce que j'ai vu m'a coupé les jambes. Ma fille ressemblait à un squelette. Ses pommettes saillaient, ses vêtements pendaient sur son corps. Elle se tenait sur une balance en pleurant. J'ai laissé tomber les sacs et couru vers elle. « Bébé, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle s'est effondrée dans mes bras et, en sanglots, m'a tout raconté. Véronica lui disait que Liliana serait déçue d'elle, qu'elle faisait honte à la mémoire de sa mère. J'ai vu rouge. Mais d'abord, je devais m'occuper de ma fille. Je l'ai portée à la cuisine et lui ai préparé ses pâtes préférées. Pendant qu'elle mangeait, j'ai sorti mon téléphone. Parce que j'avais un atout. J'enregistrais Véronica depuis des mois, chaque gifle, chaque insulte, chaque menace. J'avais des vidéos d'elle jetant les affaires de Liliana, des captures d'écran montrant qu'elle vidait nos économies. J'avais même installé une caméra dans le salon qu'il avait filmé en train d'empoisonner les poissons rouges. Et j'allais lui faire regretter d'avoir maltraité Abby. J'ai envoyé un message à Véronica, je t'emmène Abby aux urgences pour déshydratation. Mes doigts tremblaient en écrivant, sachant qu'elle rentrerait en courant du travail pour garder le contrôle du récit.
Abby repoussait ses pattes à moitié mangées, ses doigts squelettiques peinant à tenir la fourchette. Je l'ai aidé à s'allonger sur le canapé et l'ai enveloppé dans l'ancienne couverture de Liliana, celle que Véronica n'avait pas réussi à jeter. Sa respiration était courte et laborieuse, chaque inspiration semblait lui coûter un effort immense. 20 minutes plus tard, Véronica a fait irruption dans la maison, ses talons claquant nerveusement sur le parquet. Son visage était rouge de rage, pas d'inquiétude. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, m'empêchant d'accéder au garage, les mains tremblantes sur son sac. Elle a commencé à me hurler dessus, disant que c'était juste un régime d'ado, que je dramatisais. Je me suis placé entre elle et le couloir menant à la chambre d'Abby, gardant une expression neutre. C'est exactement ce que j'avais prévu. Plus elle parlait, plus elle se trahissait. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'écran. Les vidéos étaient prêtes à être lancées. Son visage s'est transformé instantanément, la rage laissant place à quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Elle a compris l'ampleur de ce que j'avais enregistré. Des mois de violence, captés en haute définition. Ses yeux allaient de mon téléphone à la porte, évaluant ses options. Le masque qu'elle portait depuis des mois s'effondrait, révélant le prédateur en dessous. Elle a fait un pas en arrière, puis un autre en avant, comme une bête acculée, hésitant entre fuir ou attaquer. Le téléphone d'Abby a vibré sur le canapé. Un message de sa meilleure amie Mia. Pourquoi Véronica a dit à ma mère qu'Abby avait des troubles alimentaires et qu'il fallait la surveiller pendant les soirées pyjama. La manipulation s'étendait déjà hors de notre maison. Depuis le salon, la respiration d'Abby s'alourdissait. Chaque inspiration douloureuse m'a confirmé ce que je devais faire. Je ne pouvais pas attendre d'avoir des alliés ou une stratégie parfaite. Ma fille avait besoin d'aide maintenant. J'ai fait défiler mes contacts et appelé ma sœur Lisa. Elle est infirmière à l'hôpital local, quelqu'un en qui j'ai une confiance absolue. Pendant que le téléphone sonnait, Véronica arpentait le salon en envoyant frénétiquement des messages. Elle contrôlait déjà les dégâts, essayant de rallier ceux qui voudraient bien l'écouter. Lisa a répondu à la 3e sonnerie. J'ai expliqué la situation d'un ton clinique, sans émotion. Elle a promis de venir tout de suite, avec son matériel médical. Un avis professionnel serait plus difficile à contester qu'un simple père inquiet. Un mouvement du coin de l'œil a attiré mon attention. Véronica s'était dirigée vers l'ordinateur portable d'Abby sur le comptoir. Ses doigts tapaient rapidement sur le clavier, et quand je l'ai confrontée, elle a claqué l'écran. Mais pas avant que je voie les DM Instagram en train d'être supprimés en temps réel. J'ai exigé qu'elle me remette l'ordinateur portable afin de préserver les preuves qu'elle était en train de détruire. Elle l'a serré contre sa poitrine comme une arme, les jointures blanchies par la tension. Cette confrontation a rendu clair que je surveillais chacun de ses gestes, que ses jours d'agissement dans l'ombre étaient terminés. La suite était prévisible, Véronica a attrapé son téléphone et appelé ma mère, sa voix se transformant en sanglots. Elle gémissait à propos de mon comportement paranoïaque, disant que je traumatisais Abby avec des délires sur son poids. Une classique inversion des rôles, où elle se faisait passer pour la victime et me dépeignait comme un père instable. Lisa est arrivée en moins de 30 minutes, sa trousse médicale à la main. Son attitude professionnelle a vite laissé place à de l'inquiétude en examinant Abby. Elle a vérifié ses signes vitaux, posé des questions précises, et tout noté. Quand Véronica continuait à insister en disant que les adolescentes étaient toujours dramatiques, l'expression de Lisa s'est durcie. Je l'ai tiré à l'écart et lui ai montré une vidéo sur mon téléphone. On y voyait Véronica jeter le déjeuner d'Abby en l'appelant « baleine ». L'horodatage montrait que c'était la semaine dernière, pendant les heures de classe. Lisa a tout de suite reconnu les signes. Une privation alimentaire systématique déguisée en souci de santé. Mon premier allié de confiance venait d'être sécurisé. L'expertise de Lisa donnait du poids à tout ce que j'avais documenté. Elle n'était pas qu'une tante inquiète, c'était une professionnelle de la santé, témoin direct d'un abus. Le socle du soutien commençait à se former. 1 heure plus tard, une autre voiture s'est arrêtée dans notre allée. La mère de Véronica est arrivée sans y avoir été invitée, appelée par des textos paniqués à propos d'une soi-disant crise nerveuse de ma part. La cavalerie que Véronica avait convoquée arrivait, prête à défendre sa version des faits. Ma mère est arrivée peu après, bouleversée par l'appel en larmes de Véronica. Elle a d'abord pris le parti de Véronica, exprimant son inquiétude face à mon comportement obsessionnel depuis notre retour de Miami. Les graines que Véronica plantait depuis des mois commençaient à germer. Je me suis replié dans mon bureau et ai fouillé les fichiers de notre ordinateur partagé. Dans un dossier intitulé « Plan de repas », j'ai trouvé des captures d'écran de textos entre Véronica et Abby, datant de 2 mois. Un message m'a glacé le sang. « Ta mère voudrait que tu sois belle, pas comme ça. » L'horodatage indiquait que le message avait été envoyé juste après la réception des photos de classe d'Abby. Véronica manipulait déjà l'opinion du groupe familial étendu, insinuant que j'étais trop contrôlant et que j'avais besoin d'un suivi psychologique pour gérer mon deuil. Le récit basculait, me désignant comme le problème plutôt qu'elle. Le lendemain matin, mon patron m'a convoqué dans son bureau. Les RH avaient reçu une dénonciation anonyme affirmant que j'étais instable à la maison. Ils souhaitaient faire une évaluation de bien-être, s'assurer que j'étais apte au travail.
L'influence de Véronica s'étendait jusque dans ma vie professionnelle. Notre médecin de famille, qui connaissait Véronica depuis son arrivée en ville, a balayé mes inquiétudes lors d'un rendez-vous d'urgence. Il a tout mis sur le compte du stress conjugal affectant mon jugement. Quand j'ai essayé de lui montrer les preuves, il a refusé de les regarder, déjà convaincu par la version que Véronica lui avait racontée. Je devais trouver des alliés en dehors de son cercle d'influence. J'ai envoyé un message à la conseillère scolaire d'Abby, lui demandant une rencontre discrète au Starbucks près du lycée, loin de l'établissement et des obligations de signalement qui pourraient précipiter les choses. Ce qu'elle m'a révélé m'a coupé l'appétit. Les notes d'Abby avaient chuté brutalement après notre retour de Miami. Elle avait été surprise à jeter son déjeuner à plusieurs reprises. L'école avait des documents qui retraçaient tout cela depuis des mois, une trace écrite que Véronica ignorait. Ce soir-là, j'ai reçu un message de Sarah, la mère de Mia. Elle avait remarqué qu'Abby ne mangeait plus non plus chez eux. Le plus effrayant, Véronica lui avait expressément demandé de ne pas nourrir Abby après 18 heures, prétextant des raisons de santé. J'ai passé des heures à créer une chronologie, à relier des points que j'avais été trop aveugle pour voir. Le contrôle de Véronica sur l'alimentation d'Abby avait commencé la même semaine où elle avait jeté les recettes de Liliana. Le symbole était clair. Effacer Liliana, c'était effacer la nourriture réconfortante qui liait Abby à sa mère. Un allié inattendu a émergé quand Jeannette, la coiffeuse de Véronica, m'a contacté via Facebook. Elle avait entendu Véronica se vanter d'avoir enfin mis cette gamine au pas. Même des connaissances superficielles sentaient que quelque chose clochait. J'ai rencontré Sarah pour un café et lui ai montré certaines preuves. Elle a accepté de noter tout nouvel incident chez elle. Elle a aussi reconnu que Véronica la mettait mal à l'aise depuis des mois, avec ses règles étranges concernant l'alimentation d'Abby. Véronica a dû sentir que Sarah se détachait. Elle a commencé à dire aux autres mères du groupe que la maison de Sarah n'était pas un endroit sûr pour Abby. Les tactiques d'isolement s'étendaient, coupant Abby de son réseau de soutien, une famille à la fois. La prof de sport d'Abby m'a ensuite contacté, me proposant de discuter autour d'un café. Elle avait remarqué la faiblesse d'Abby en cours, son incapacité à effectuer des exercices de base. Un autre professionnel constatait ce que Véronica s'efforçait de cacher. La toile de mensonges commençait à se défaire. Mais Véronica se défendait avec tout ce qu'elle avait. Chaque allié que je gagnais, elle tentait de le discréditer. Chaque preuve que je rassemblais, elle répondait par des accusations de paranoïa. Les lignes étaient tracées, et Abby se trouvait au milieu, s'affaiblissant de jour en jour. La campagne de Véronica s'est intensifiée les jours suivants. Elle a envoyé des messages à nos amis communs et au groupe familial élargi, exprimant son inquiétude quant à ma supposée crise mentale. Ces messages incluaient même des contacts professionnels extraits de mon téléphone, leur demandant de me vérifier, avec amour et bienveillance. Sa manipulation était chirurgicale dans sa précision. J'ai tout de suite reconnu le schéma. C'était la même tactique d'isolement qu'elle avait utilisée sur Abby, faire croire aux autres que la victime était instable, couper les soutiens avant même qu'ils ne puissent se former. Mon téléphone bourdonnait de messages bien intentionnés de collègues me demandant si j'allais bien. Pendant mon entraînement matinal, la réceptionniste de la salle m'a interpellé. Elle se souvenait avoir vu Véronica forcer Abby à se peser dans le hall le mois dernier. Ce souvenir la hantait encore. Véronica avait traité Abby de dégoûtante, sous les yeux d'autres membres choqués. Un témoin indépendant venait d'émerger sans même que je le cherche. Plus tard dans la journée, mon collègue Tom m'a abordé dans la salle de pause. Véronica l'avait contacté à propos de ma prétendue crise, mais quelque chose dans son discours lui semblait faux. Je l'ai mis en garde discrètement contre ses méthodes de manipulation. Son ex-femme avait été tout aussi contrôlante, et il a tout de suite reconnu les signes. Tout le monde ne tombait pas dans son piège. Ce soir-là, j'ai sauvegardé toutes les preuves sur plusieurs services cloud et donné à Lisa les accès. Si quelque chose m'arrivait, elle aurait tout pour protéger Abby. Cette précaution pouvait paraître paranoïaque, mais elle était devenue nécessaire face à l'escalade du comportement de Véronica. J'ai contacté la police pour déposer une plainte. L'agent m'a écouté attentivement, mais m'a expliqué que sans blessure physique sur Abby, il ne pouvait pas intervenir dans ce qui semblait être un désaccord familial sur l'alimentation. Ils ont tout de même rédigé un rapport, mais je suis reparti plus seul que jamais. Le lendemain matin, autour d'un café, j'ai rencontré 3 parents d'amis d'Abby. Je leur ai partagé des incidents précis qu'ils pouvaient vérifier eux-mêmes. En comparant nos observations, un schéma est apparu. Véronica imposait des règles alimentaires étranges chaque fois qu'Abby visitait leur foyer, pas de goûter après l'école, pas de deuxième portion au dîner, uniquement de l'eau, pas de jus ni de soda. Ils trouvaient cela bizarre mais n'avaient pas voulu s'en mêler. Sarah a fait une découverte troublante en vérifiant ses finances. Véronica interceptait l'argent de poche d'Abby depuis des semaines, convainquant Sarah de le lui remettre directement sous prétexte qu'Abby achetait de la malbouffe. En réalité, elle affamait Abby à l'école, un autre moyen de contrôle déguisé en bienveillance. Mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. Une femme de l'ancienne ville de Véronica avait vu un post sur les réseaux sociaux à propos de notre situation. Elle m'a révélé que Véronica avait été renvoyée de son dernier emploi pour avoir harcelé une stagiaire adolescente.
Le schéma dépassait désormais les limites de notre famille. Ma mère commença à remettre en question la version des faits de Véronica. Mes réponses mesurées face aux accusations de plus en plus virulentes de Véronica semèrent le doute. Elle demanda pourquoi Véronica semblait plus préoccupée par le fait de m'attaquer que d'aider Abby. La première fissure dans le soutien dont bénéficiait Véronica apparut. Les 16 ans d'Abby approchaient à grands pas, comme une échéance inévitable. Véronica planifiait cette fête depuis des mois, et je découvris qu'elle comptait annoncer nos fiançailles pendant la célébration. L'idée de cette mise en scène, alors qu'Abby était dans un tel état, me rendait malade. La professeure de PS me confia quelque chose qui brisa le peu de calme qu'il me restait. Abby avait rédigé une dissertation dans laquelle elle exprimait son sentiment d'être une déception pour ses deux mères. Ses propres mots révélaient les dégâts psychologiques causés par Véronica, retranscrits dans une écriture tremblante. Lors du dîner familial du dimanche, le masque de Véronica tomba enfin devant témoin. Quand Abby tendit la main pour se resservir de purée, Véronica frappa physiquement son assiette, qui s'écrasa au sol. Le bruit de la céramique éclatant sur le carrelage résonna dans toute la salle à manger. Mes parents restèrent figés, sous le choc, voyant enfin ce que j'essayais de leur expliquer depuis des mois. Tard dans la nuit, Véronica frappa à la porte de mon bureau. Elle me fit une proposition. Oubliez toute cette histoire si je la laissais de réparer Abby comme il faut. Ses yeux brillaient d'un fanatisme glaçant. Je refusai, et elle partit avec un sourire qui promettait des représailles. Lisa et ma mère se retrouvèrent pour déjeuner sans m'en informer. Elles confrontèrent leurs observations, et les incohérences dans les récits de Véronica devinrent impossibles à ignorer. Ma mère m'appela ce soir-là, la voix lourde de remords de ne pas m'avoir cru plus tôt. En organisant les médicaments d'Abby, je fis une découverte terrifiante. La tisane que Véronica lui faisait boire chaque soir n'était pas une simple infusion. L'étiquette partiellement effacée de la pharmacie révélait un puissant somnifère double dose. Pas étonnant qu'Abby soit constamment épuisée malgré 12 heures de sommeil. Elle était droguée. Le cercle de soutien de Véronica s'effondrait jour après jour. Seule sa mère et 2 amis de son club de lecture la soutenaient encore. Tous les autres avaient vu trop de choses, entendu trop de contradictions, recueilli trop de preuves pour continuer à nier la réalité. Janet, la coiffeuse, fournit le témoignage le plus accablant. Elle avait pris des notes après avoir été mal à l'aise face aux propos de Véronica. Elle rapporta notamment que Véronica avait dit vouloir briser Abby avant qu'elle ne devienne trop vieille pour être contrôlée. Ses propres mots, notés par une tierce personne neutre, révélaient ses véritables intentions. Lisa annula ses projets de vacances pour nous soutenir dans l'affrontement à venir. Véronica menaça sa licence d'infirmière, promettant de déposer plainte pour comportement non professionnel. Lisa ne céda pas. La famille passait avant tout, et elle ne laisserait pas sa nièce seule. Nous avons mis en place un système où Lisa vérifiait quotidiennement l'état d'Abby pendant que je documentais les réactions de Véronica. Chaque interaction était enregistrée. Chaque réaction, répertoriée. Les preuves s'accumulaient pour former un schéma d'abus impossible à nier. Tom proposa de faire peur à Véronica pour qu'elle parte. Il connaissait des gens capables de la pousser à disparaître. Malgré ma colère, je refusai. Cette affaire devait être résolue correctement, par la vérité et la documentation, pas par l'intimidation. Lors d'une dispute dans notre chambre, le contrôle de Véronica s'effondra. Elle avoua avoir jeté les affaires de Liliana pour faire de la place à une vraie mère. Sa confession, enregistrée grâce à mon micro caché, révélait l'ampleur de sa jalousie envers ma défunte épouse. 3 familles partagèrent des photos d'anniversaire prises au cours de l'année. La chronologie visuelle de la perte de poids d'Abby était indéniable. D'une adolescente en bonne santé à une silhouette squelettique en quelques mois, les images racontaient une histoire que Véronica ne pouvait plus nier. Même sa propre mère commença à prendre ses distances après avoir entendu le témoignage de Janet. Les notes précises de la coiffeuse et sa volonté de parler publiquement rendaient impossible toute tentative de minimisation ou de mauvaise interprétation. La conseillère scolaire, 3 parents et Lisa formèrent un réseau de soutien officieux autour d'Abby. Ils coordonnaient leurs horaires pour s'assurer que quelqu'un veille sur elle chaque jour. La vérité créait sa propre dynamique, rassemblant les gens pour protéger une enfant vulnérable. J'utilisais les contacts médicaux de Lisa pour obtenir un rendez-vous avec un spécialiste des troubles alimentaires. La consultation fut fixée pour la semaine suivante, mais je craignais qu'il ne soit déjà trop tard. Chaque jour de retard causait plus de dégâts au corps et à l'esprit de ma fille. Au supermarché, Véronica se retrouva acculée par des voisins inquiets. Dans sa panique, elle hurla qu'Abby était grosse comme sa mère morte. Ces mots résonnèrent dans tout le rayon fruits et légumes. Les témoins restèrent figés, incrédules. Mes parents me présentèrent leurs excuses pour avoir douté de moi. Ils proposèrent qu'Abby vienne vivre chez eux, lui offrant un refuge sûr, loin de l'influence de Véronica. Leur reconnaissance tardive, leur aveu qu'ils auraient dû voir plus tôt, déclencha les larmes que je retenais depuis des semaines. Le lieu de travail de Véronica apprit qu'une enquête avait été ouverte sur sa licence de thérapeute. Plusieurs plaintes avaient été déposées, forçant son supérieur à entamer une procédure officielle. Son monde professionnel s'effondrait comme son monde personnel. Une ancienne collègue de la précédente ville de Véronica révéla la dernière pièce du puzzle.
La première victime de Véronica avait été sa belle-fille adolescente, Claire, qui avait développé de l'anorexie sous sa garde. Le schéma était confirmé. Ce n'était pas la première fois que Véronica détruisait la relation d'une jeune fille avec la nourriture. Je passais des heures à m'assurer que les amis d'Abby connaissaient la vérité. Les adolescents pouvaient être des alliés puissants ou, sans le vouloir, des complices. Armés des faits, ils formèrent un réseau de protection autour d'Abby, surveillant les signes de l'influence de Véronica à l'école. Cette famille prirent une décision commune. Elles refusèrent dorénavant que Véronica vienne chercher Abby chez elle. Cette coordination se fit naturellement, des parents protégeant une enfant qu'ils avaient vu grandir. Les tentatives de Véronica pour prétendre que je montais tout le monde contre elle tombèrent à plat. Les gens citaient des incidents précis qu'ils avaient vus, des moments impossibles à expliquer par de simples malentendus. Ces tactiques de manipulation perdirent leur pouvoir face à la vérité collective. Ma mère fit l'observation finale qui brisa définitivement l'emprise de Véronica sur notre famille. Elle surprit Véronica en train de mesurer la taille d'Abby pendant qu'elle dormait, avec un mètre ruban, pour suivre ses progrès. Violer ainsi l'intimité d'un enfant endormi fut la limite à ne pas franchir. Le rapport du spécialiste confirma ce que nous redoutions. Abby présentait tous les signes d'un abus systématique déguisé en obsession pour la santé. La documentation médicale donnait un poids professionnel à ce que nous observions depuis des mois. Les relevés bancaires révélèrent une autre forme d'abus. Véronica avait vidé l'épargne universitaire d'Abby pour acheter des compléments alimentaires et des programmes de régime. Des milliers de dollars, destinés à son avenir, avaient été gaspillés pour alimenter une obsession visant à contrôler le corps de ma fille. La fête des 16 ans était prévue pour le lendemain. Un choix s'imposait. Laisser la fête avoir lieu, au risque d'une humiliation publique pour Abby, ou l'annuler et affronter la colère de Véronica. Abby me supplia d'annuler, les larmes coulant sur ses joues amaigries. Je me rendis à la boulangerie pour vérifier la commande du gâteau. Ce que je découvris acheva de me convaincre. Véronica avait commandé un gâteau sur lequel on pouvait lire « Enfant parfaite à 16 ans », accompagné de photos avant-après d'Abby. Elle comptait revendiquer publiquement le mérite d'avoir réparé à ma fille. Au lieu de faire un scandale, je contactai calmement chaque famille invitée. Je leur demandais de soutenir Abby, quoi qu'il arrive lors de la fête. La maturité que j'eus pour gérer cela avec dignité, plutôt qu'avec rage, me surprit moi-même. La fête eut lieu, mais pas comme Véronica l'avait prévu. Un par un, les invités refusèrent de la féliciter pour la transformation d'Abby. Son discours préparé tomba à plat lorsque personne ne leva son verre pour saluer son prétendu succès en tant que mère. La vérité se propagea naturellement pendant la fête. Les invités comparèrent leurs souvenirs, échangeant des histoires et des conversations à voix basse. Le récit de Véronica s'effondra à mesure que chacun comprenait qu'il détenait une pièce du même puzzle inquiétant. La désespoir poussa Véronica à commettre sa dernière erreur publique. Elle a essayé de forcer Abby à la remercier publiquement de l'avoir rendue belle. La pièce est tombée dans un silence glacial alors qu'Abby éclatait en sanglots, ses pleurs résonnant contre les murs décorés. Je me suis interposé entre elles, mettant fin à la performance de Véronica avec une autorité calme. La fête s'est rapidement dissipée, les invités s'éclipsant avec des mots murmurés de sympathie et des promesses de soutien. Le lendemain matin, le superviseur en thérapie de Véronica a appelé. Après avoir reçu mes preuves et de multiples plaintes, ils ont suspendu sa licence en attendant une enquête. Les conséquences professionnelles n'ont pas tardé dès que la vérité a atteint les canaux officiels. Abby s'est enfin sentie assez en sécurité pour partager sa vérité avec ceux qui comptaient le plus. Avec des mots soigneusement choisis, elle a décrit des mois de manipulation, de contrôle et de torture psychologique déguisée en amour. Par Facebook, Claire a repris contact. L'ancienne victime de Véronica a proposé de témoigner sur les schémas qu'elle reconnaissait. Une autre survivante est apparue, prête à dire la vérité sur ce que Véronica lui avait fait des années auparavant. J'ai tout compilé dans une chronologie détaillée. Chaque incident, chaque témoin, chaque preuve organisée dans l'ordre. L'escalade des abus devenait indéniable une fois présentée systématiquement. Le dernier soutien de Véronica, sa mère, a finalement vu les preuves avec clarté. Confrontée à une documentation venant de plusieurs sources, elle a retiré son appui. Sa fille se retrouvait totalement seule. Sa toile de mensonges s'effondrait. Le matin suivant, j'ai organisé une réunion familiale de type intervention chez mes parents. Tous ceux qui avaient été témoins du comportement de Véronica se sont réunis dans le salon. Lisa, mes parents, Sarah, Janet, même Tom du travail. Chacun, à son tour, a partagé ce qu'il avait vu. Janet a lu ses notes sur les vantardises de Véronica. Sarah a décrit le système de vol d'argent de poche. Ma mère a mimé avec des mains tremblantes l'épisode du maître de couture autour de la taille d'Abby. Les témoignages collectifs ont dressé un portrait indéniable de maltraitance systématique. Même ceux qui avaient longtemps défendu Véronica ne pouvaient plus nier les preuves accumulées. Sa culpabilité est devenue unanime parmi tous les présents. J'ai sorti l'ordinateur portable d'Abby, auquel j'avais enfin eu accès après que Véronica l'ait laissé déverrouiller lors de sa douche matinale. L'historique du navigateur révélait ses documents de planification, des horaires détaillés pour restreindre l'alimentation d'Abby,
des recherches sur comment convaincre des médecins qu'une adolescente avait besoin d'une hospitalisation pour dénutrition, même des brouillons de mets à des pensionnats spécialisés dans les adolescents dits à problème. La famille a collectivement décidé que Véronica devait partir immédiatement. Mon père s'est proposé pour l'aider à faire ses valises. Lisa a rédigé un simple accord stipulant qu'elle déménagerait sous 48 heures. Nous avons tous accepté de faire front commun. Plus de manipulation. Plus de division entre nous. Ce soir-là, Véronica a entamé son « Extinction Burst ». Elle a créé plusieurs faux numéros de téléphone et comptes sur les réseaux sociaux, bombardant Abby de messages, chacun plus cruel que le précédent, lui disant qu'elle avait tout détruit, qu'elle était comme sa mère morte, faible et pathétique. Le téléphone de ma fille clignotait sans cesse sous l'avalanche de harcèlement. Ce harcèlement a déclenché la première crise de panique d'Abby. Sa respiration est devenue irrégulière, sa silhouette frêle tremblait de tout son corps. Lisa l'a conduite aux urgences pendant que je restais pour gérer Véronica. Le personnel médical a stabilisé Abby, mais les dégâts psychologiques étaient visibles. Certains membres de la famille ont commencé à douter, se demandant si nous n'avions pas été trop durs, trop brusques avec Véronica. Ma mère s'est demandé si la confrontation n'avait pas été trop agressive. Leur doute m'a frustré, mais je comprenais. Ils n'avaient pas vécu l'abus quotidien de Véronica comme Abby et moi. Tandis que les autres s'occupaient d'Abby à l'hôpital, je suis rentré pour affronter Véronica seule. Elle était dans notre chambre, jetant violemment ses vêtements dans des valises. La maison avait une atmosphère différente, étrange, seulement tous les deux. Une électricité dans l'air me faisait frissonner. J'ai pris une décision qui m'a surpris moi-même. Plutôt qu'une autre confrontation, j'ai commencé à faire ses valises moi-même, pliant soigneusement chaque vêtement, les rangeant dans des cartons. Ce geste méthodique a semblé désamorcer sa rage. Elle a arrêté son agitation et m'a regardé faire. Mon approche empreinte de compassion a déclenché quelque chose en elle. Son visage s'est effondré lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait vraiment tout perdu. Le contrôle soigneusement entretenu pendant des mois s'est brisé d'un coup. Elle s'est affaissée sur le lit, son langage corporel passant de l'agressivité à la résignation. Elle est revenue le lendemain matin pour ce qui serait notre dernier face-à-face. Nous nous sommes tenus dans la cuisine, là où tout avait commencé, là où elle avait jeté la recette de Liliana. Le symbole n'échappait à aucun de nous deux. C'est là que sa campagne contre ma famille avait commencé, et c'est là qu'elle prendrait fin. Véronica a alterné entre différentes tactiques, cherchant celle qui pourrait marcher. Elle a menacé de ruiner ma réputation au travail. Elle a proposé de suivre une thérapie si je l'acceptais à nouveau. Elle a même tenté de faire appel à notre supposé amour, évoquant nos débuts au café. Je suis resté silencieux tout du long, continuant à empaqueter ses affaires. Puis elle a révélé quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle avait ciblé notre famille spécifiquement parce qu'Abby lui rappelait Claire, sa précédente victime. Elle voulait réussir cette fois, prouver qu'elle pouvait contrôler une adolescente sans la détruire complètement. Ma fille n'était qu'un projet de rattrapage. Lisa est arrivée avec des papiers d'un avocat, non pas pour une bataille judiciaire, mais pour un accord de séparation mutuelle avec des limites documentées. Aucun contact avec Abby. Aucune tentative de joindre un membre de la famille. Interdiction de se présenter à mon lieu de travail. Des termes simples, clairs, qui nous protégeraient sans passer par un long procès. J'ai été confronté à un choix. Porteur plainte pour maltraitance sur mineur et faire revivre à Abby un processus juridique traumatisant, ou laisser Véronica partir discrètement si elle acceptait un no-contact définitif. Ce n'était pas une décision dictée par ma colère. C'était une décision guidée par la guérison d'Abby. J'ai choisi le bien-être de ma fille plutôt que la vengeance. J'ai proposé à Véronica une sortie propre si elle renonçait à toute revendication sur notre famille. Pas de drame, pas de tribunal, pas d'humiliation publique. Juste un départ discret et une promesse de ne jamais revenir. Cette offre a exigé plus de force que n'importe quelle confrontation. Véronica a signé les papiers, mais pas sans jouer une dernière carte. Elle a affirmé être enceinte de mon enfant. Le timing était suspect. Cette révélation ne venant qu'après avoir tout perdu. Elle a posé ses mains sur son ventre dans un geste qui semblait répété. J'ai immédiatement appelé son bluff. Je lui ai proposé de l'accompagner à la pharmacie pour faire un test de grossesse sur le champ. On pouvait régler ça tout de suite. Son expression s'est figée en comprenant que je ne me laisserais pas manipuler par cette ultime tentative désespérée. Quand cela a échoué, elle a tenté de m'accuser de l'avoir abusé tout au long de notre relation. Mais quand Lisa lui a demandé des détails, Véronica s'est contredite en quelques minutes, confondant les dates et inventant des incidents que Lisa savait n'avoir jamais eu lieu. Véronica est partie cet après-midi-là avec seulement ses vêtements et ses effets personnels. Sa réputation dans notre communauté était détruite. Les parents et professionnels concernés avaient fait circuler l'information naturellement. Elle ne travaillerait plus jamais avec des populations vulnérables dans notre région. Dans l'allée, alors qu'elle chargeait la dernière boîte dans sa voiture, Véronica a laissé tomber le masque. Toute façade envolée. Elle m'a regardé avec une haine nue et a porté son coup final. Elle a dit qu'Abby serait toujours brisée désormais, tout comme sa mère. La cruauté de comparer ma fille à ma femme décédée était son dernier cadeau. J'ai levé mon téléphone,
lui montrant qu'il enregistrait. Comme pour tout le reste, j'avais capturé sa dernière confession, une assurance contre toute tentative future de nous contacter ou de mentir sur ce qui s'était passé. Elle est partie en sachant que je détenais toutes les preuves.